bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Zoé Genot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de groupe écolo au Parlement bruxellois et aussi conseillère communale à Saint-Josse. Évidemment, quand on parle d'écolo, on parle souvent nucléaire. Souvent, on vous associe encore à cette lutte contre le nucléaire. Et ce matin, on présentait le plan de sécurité nucléaire au niveau national et on annonçait la distribution possible de pastilles d'iode dans les pharmacies, notamment à Bruxelles, à partir d'aujourd'hui. Alors, quelle est votre réaction? Je vous propose 3 réactions. La réaction A, eh bien, il était temps d'en parler de ce plan nucléaire. Réaction B, il est temps de se débarrasser du nucléaire. Ou réaction C, le nucléaire, c'est l'énergie bon marché. Alors, quelle est votre réaction? La B, mais bon, comme ça ne va pas se faire du jour au lendemain, on ne va pas arrêter le nucléaire du jour au lendemain, il faut vraiment un plan de sortie. Et c'est pour ça qu'on a mis sur la table 3 scénarios. L'un qui privilégie l'éolien sur Terre, l'un qui privilégie les situations offshore, donc l'éolien dans la mer, un troisième où on axe plutôt sur le solaire, pour montrer qu'il y a diverses pistes. Mais il faut se mettre au boulot. On ne peut pas attendre comme ça que nos centrales nucléaires, je dirais, s'effritent et des accidents de plus en plus importants. On voit déjà à l'heure actuelle, régulièrement, on ferme l'une, on ferme l'autre, il y a des micro-fissures. Les fissures vous inquiètent? Oui, parce que quand on parle de micro-fissures, on parle de trucs de 5 à 10 cm. On voit de plus en plus que c'est des fissures qui sont sur toute l'épaisseur de la paroi. On voit qu'il y a régulièrement des problèmes au refroidissement, au ceci, à cela. Mais oui, c'est normal, nos centrales nucléaires sont des vieilles dames. Et des vieilles dames, eh bien, elles sont en moins bonne santé. Et donc, c'est plus dangereux. Donc, il faudra passer à autre chose. Il faut passer à autre chose, parce que même les pro-nucléaires, ils savent très bien que c'est trop cher de construire des nouvelles centrales. Et que continuer avec les anciennes, tant que ça fonctionne, c'est clair, c'est facile. Mais ils voient bien qu'on ne peut pas continuer comme ça, ad vitam aeternam. Alors, je suis très étonné aujourd'hui parce que vous n'êtes pas venu avec votre t-shirt. Parce que vendredi, et j'ai des images d'ailleurs, je peux le prouver, vendredi, vous êtes arrivé au Parlement avec un t-shirt où il y avait marqué 29 dessus. Il y avait aussi du barbelé. Et tous vos collègues d'écolo portaient aussi des t-shirts avec des numéros. C'est quoi en fait? Mais donc le 29, en fait, c'est mon bus. C'est celui qui va de Saint-Josse à la gare centrale et à De Broeckère et encore bien après. Et donc, on voulait surtout faire une action pour dire attention, il y a un problème. À l'heure actuelle, il y a une série de personnes, des femmes, des hommes, des enfants, qui n'osent plus prendre les transports en commun. Parce qu'il y a de gros contrôles où la STIB s'associe à la police et la police vient avec des camionnettes qu'elle poste à l'arrêt pour pouvoir profiter des contrôles STIB pour arrêter un certain nombre de personnes qui n'ont pas de documents de séjour, des sans-papiers. Et là, pour nous, il y a vraiment un problème parce que la STIB ne peut pas être un outil, je dirais, pour que messieurs Jambon et Franken fassent du chiffre et expulsent un maximum de gens sans-papiers. Mais la STIB fait son boulot quand elle contrôle ceux qui ne paieraient pas pour leur trajet. C'est pour ça que le problème, pour moi, n'est pas la STIB. Il y a eu une décision politique de dire on va mettre plus d'effectifs policiers au niveau de la STIB. Et je pense que c'est une bonne chose parce que quand moi je prends le métro à 22, 23 heures, je suis très content de voir 2 policiers qui se baladent dans la station, qui se baladent dans le métro et autres. Mais là, on centre de plus en plus les moyens sur ces grosses opérations coup de filet de contrôle. Il y en avait 500 en 2016, on est passé à 1100 en 2017. Donc on a doublé les effectifs policiers pour ces contrôles. Et ces contrôles, la façon dont ils sont menés à l'heure actuelle fait que les gens qui n'ont pas de documents se retrouvent dans des camionnettes direction centre fermé. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment voulu, via ces actions, mettre la pression sur le gouvernement bruxellois pour dire il faut que ça s'arrête. Oui, vous trouvez que c'est bien de discuter des visites domiciliaires et d'être contre au Parlement et dans les conseils communaux, mais par contre, on ne fait rien contre ces interpellations. En fait. J'ai un peu l'impression que les députés bruxellois se donnent bonne conscience en disant « Ouh là là, ce qu'ils font là-bas au fédéral, c'est pas gentil, etc. » Mais quand ce sont nos leviers, c'est-à-dire la STIB, notre réseau, là, on dit « Ah, on n'est pas compétent, on continue, on voit pas, on n'entend pas, on veut pas savoir. » Mais non, c'est nous qui organisons ces actions et la façon dont elles se déroulent ont des effets graves pour toute une série de gens. Et donc, on doit les réorganiser. Mais si on parle du fond, Zoé Genot, les illégaux qui sont chez nous, il faut tous les régulariser, selon vous? Parce qu'il n'y a pas 25 solutions. Mais je pense qu'il y a plusieurs solutions à mettre en œuvre. La première, c'est bien appliquer la procédure d'asile. Et donc, ça veut dire que les gens qui ont besoin de protection doivent la recevoir. Et à l'heure actuelle, quand ils n'ont pas d'avocat, par exemple, c'est très compliqué. Moi, je vois régulièrement des bons cas. Mais pour ceux qui ne demandent pas l'asile, le cas des transmigrants d'aujourd'hui, on sait qu'eux, ils ont surtout envie d'aller en Angleterre. Eh bien, même là, je mitigerais
politiserait la situation. Parce que quand on voit les transmigrants, il y en a qui ont envie d'aller en Angleterre, il y en a qui ne seraient pas contre demander l'asile ici, il y en a même qui le font, qui demandent l'asile ici une fois qu'on leur donne l'information adéquate. Mais surtout, il y en a beaucoup dont on a pris les empreintes en Italie ou autre. Et ce que dit Théo Franken, c'est on va les renvoyer en Italie qui n'aura qu'à examiner l'asile. L'Italie, ils ont déjà accueilli 700 000 personnes ces dernières années. Ils sont plus capables de gérer les demandes d'asile. Donc dire allez faire examiner votre demande d'asile en Italie, autant dire rester dans des mouroirs pendant des années. Alors à propos des sans-papiers, il y en a certains qui ont trouvé accueil et asile plutôt à Forêt, dans un internat de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils squattent en fait de lieu en lieu. Et là, on accepte qu'ils squattent en fait cette école, cet internat. Mais donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un internat qui était vide maintenant depuis plusieurs mois, etc. Et donc c'était un bon point de chute pour eux. Mais là, par exemple, dans les sans-papiers qui squattent, il y en a qui sont là depuis 15 ans, qui 10 ans. Écoutez, on ne peut pas dire, ils ont construit une vie, les enfants sont nés ici, les enfants ont toujours été à l'école ici. On ne peut décemment pas leur dire, bon, ben maintenant c'est fini, rentrez chez vous. Ils n'ont plus aucun lien, ils ont construit leur vie ici. Alors c'est la semaine des droits des femmes. On en parle évidemment beaucoup plus que les autres semaines, mais finalement on en parle quand même beaucoup pendant toute l'année. Et on a vu aujourd'hui une application mobile pour mieux se défendre contre le harcèlement de rue, un jugement aussi avec une policière qui s'était fait insulter et discriminer en fonction de son sexe. Eh bien, la personne a été condamnée plus durement. Vous trouvez qu'on commence à mieux prendre en compte ces problématiques-là? Ben oui, je pense que la personne qui croit qu'elle peut encore impunément tenir des propos sexistes, eh bien, c'est qu'elle veut vraiment le faire et elle s'expose en effet à un certain nombre de poursuites. Mais on sait qu'il y a des difficultés, je dirais, au niveau de l'application de la loi parce qu'il y a tout le problème de la preuve. Ici, c'est une policière qui s'est fait insulter alors qu'elle était assermentée, qu'il y avait des collègues autour, donc il n'y a pas eu de problème de preuve. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, je pense qu'il y a aussi vraiment un gros boulot à faire pour faire changer les mentalités. Et ça se joue à l'école, dès tout petit, dès la maternelle, pour vraiment avoir une culture de l'égalité homme-femme à chaque instant. Et nous, politiques, on doit aussi faire des efforts. Quand je vois encore régulièrement des panels où on envoie, tous les partis, on envoie des hommes politiques, eh bien, le signal qu'on envoie, c'est clairement ceux qui dirigent, ce sont encore les hommes. Et je pense qu'il faut vraiment faire évoluer ça. Ouais, donc, il y a encore du boulot au Parlement, comme vous le dites, mais il y a du boulot aussi en matière de transparence au Parlement. Je sais que vous discutez beaucoup du décumul, par exemple. Tout le monde n'est pas d'accord. Vous avez décidé en commission de supprimer les suppléants pour les listes régionales. C'est une bonne nouvelle. Par contre, il y a toujours l'effet dévolutif, la casse de tête. Pourquoi est-ce qu'on maintient toujours cet effet casse de tête? C'est pour faire plaisir aux partis? Je pense que c'est plus compliqué que ça. Chez Écolo, par exemple, on a environ 3000 personnes qui votent casse de tête et 4000 personnes qui choisissent des candidats. Je pense que c'est important de tenir compte de ces 4000 personnes qui ont décidé de soutenir tel ou tel candidat, mais que c'est aussi important de soutenir les 3000 personnes qui ont dit « voilà, je soutiens la liste ». Et à l'heure actuelle, comment est-ce que ça fonctionne? C'est un peu compliqué, je suis désolée, mais sinon les gens ne vont pas comprendre. C'est les 3000 personnes qui votent casse de tête, eh bien leur vote se reporte d'abord sur le premier, qui en général a bien assez de voix lui tout seul, et puis sur le deuxième, et donc ça aide à maintenir, je dirais, la liste dans l'ordre pour les 3-4 premiers, et puis seulement après, ce sont les choix des électeurs qui jouent. Mais je pense que les deux dynamiques sont importantes. Qu'on respecte les personnes qui ont voté sur des personnes, mais aussi qu'on respecte les personnes qui ont voté casse de tête et qui disent « cette liste me convient ». Et là, c'est ce qu'on fait, puisqu'on dit maintenant, dorénavant, la casse de tête vaut pour moitié. Je pense qu'on a équilibré les choses. C'est un bon équilibre pour vous. Tout à fait. Alors, toujours en matière de transparence, est-ce que vous vous plaignez aussi que des associations comme Transparencia ou Cumuleo vont parfois trop loin? Il y a un exemple, il y a eu un article qui est paru samedi dans La Capitale qui reprenait une accusation de Transparencia, un soupçon de népotisme à Scarbeck au CPS, qui est la nomination d'une chef de cabinet au CPS, la nièce d'Isabelle Durand en l'occurrence, et la patronne du CPS est une écolo. Est-ce que vous pouvez aussi être victime de cette transparence à outrance? Et est-ce qu'il y a cas de népotisme à Scarbeck? Mais non, moi ce que je pense qui est important, c'est justement qu'on sache les choses, qu'elles soient mises sur les tables. Mais par contre, ce qui est important aussi, c'est d'ensuite écouter la suite. Et donc là, il n'y a pas eu de grande enquête de Transparencia, c'est un vieil article de 2016 qui est ressorti. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a vérifié, les procédures avaient été bien respectées, c'est-à-dire qu'avant d'engager, on fait un large appel
pour que tout le monde sache que le poste est vacant. Ensuite, on fait une procédure, je dirais, écrite, puis des procédures orales avec un comité de sélection le plus indépendant possible. Tout ça a été fait. J'adorerais que ça se passe comme ça à Saint-Josse, hein, parce que chez moi, dans ma commune, il n'y a pas d'appel à candidature, il n'y a pas de comité de sélection, il n'y a pas de procédure de sélection, et l'opposition n'a aucune possibilité de regarder comment ça se passe. Mais je pense que pourtant, ce sont ces procédures, et les membres des familles, des politiques peuvent aussi réussir ces procédures. Mais par contre, c'est vraiment important, c'est que la procédure existe. Donc s'ils sont compétents, il n'y a pas de raison. Oui, il n'y a pas de raison qu'on les élimine. Très bien. Alors justement, vous parliez de Saint-Josse, hein, comme vous êtes chef de file dans l'opposition à Saint-Josse. Le bourgmestre de Saint-Josse, il a sa manière à lui de lutter contre la prostitution, et je sais que vous n'aimez pas tellement cette manière, c'est parce qu'il ne règle pas franchement le problème. Hein. On a toujours ces problèmes de carré à Saint-Josse et surtout de forte criminalité tout autour de la prostitution à Saint-Josse. Est-ce que, en essayant de s'attaquer à la problématique immobilière, est-ce qu'on peut mettre fin à ce type de prostitution? Mais je pense que dans un premier temps, les habitants sont contents parce qu'ils se disent « Ah, on a fermé une carré de prostitution, c'est moins de prostitution ». Mais la difficulté, c'est quand on descend sur le terrain, dans le quartier, qu'est-ce qu'on voit? Ben non, ce sont plus de prostituées dans les autres carrés, ce sont des prostituées dans les voitures, ce sont des prostituées dans les cafés, ce sont des prostituées sur les trottoirs. Et donc la situation n'a absolument pas avancé. Au départ, on avait adopté un règlement qui permettait de dire dans chaque carré, il y a une femme dont on connaît l'identité. Monsieur Kir a voulu faire le malin, il a cassé ce règlement, il en a mis un autre qui était mal écrit, qui a été cassé par le Conseil d'État. Résultat, maintenant, on a un règlement où vous pouvez avoir 25 femmes par carré. Mais donc, vous pouvez fermer 10 carrés. Si en même temps, vous avez permis qu'il y ait 25 femmes par carré, alors qu'avant, il y en avait une bien identifiée, ce qui était un excellent outil contre la traite des êtres humains, dans les faits, la situation s'est vraiment gravement dégradée à Saint-Josse. Donc, la traite des êtres humains est encore plus grave aujourd'hui qu'hier? Oui, tout à fait. Et donc, j'ai encore eu des témoignages la semaine passée qui m'expliquaient qu'il y avait vraiment des réseaux très agressifs qui, par exemple, obligent les filles, lorsqu'un client rentre, à faire que le client débourse quelque chose. Et donc, dans les faits, les filles vont jusqu'à faire des choses pour 5 € parce que les réseaux les obligent à ce que chaque personne qui rentre débourse un peu d'argent. Donc, la situation vraiment est inquiétante. Merci Zoé Genot. Demain, on se retrouve avec une autre interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.